Et vous avez été nombreux à m'envoyer le cercle d'Ulfric. Il est pas content avec l'idée de la théorie de l'évolution, et donc il a fait cette vidéo, la tromperie de la théorie de l'évolution, hein, de Charles Darwin, Ulfric Debunk, qui a fait 29 000 vues et qui continue de grandir à l'heure où je vous parle. Le nombre de vues s'accroît de jour en jour. Tout se passe comme si la vie n'avait rien de spécial en fait. Nous sommes faits exactement de la même poussière d'étoiles que tout le reste de l'univers, une conséquence malencontreuse de la chimie quoi finalement. Il n'y a pas d'agenda politique derrière la théorie de l'évolution. Donc on va essayer de vous faire croire qu'il y a un agenda politique, il n'y en a pas. L'argent et le pouvoir... Il y a un an, j'ai publié un documentaire se nommant La tromperie de la théorie de l'évolution, dont le but est de dénoncer les principales erreurs du darwinisme et de son système de pensée. Malgré la sphère alternative de mon contenu, il a fait plus de 30 000 vues sur YouTube et presque autant sur Odyssée en comptabilisant les chaînes qui m'ont partagé. Il y a quelques jours, un youtubeur athée darwiniste du nom d'Entracte Science se met en scène dans une vidéo de plus de 3 heures, où il tente désespérément de démonter mes arguments par la propagation d'informations erronées ou mensongères. Il faut agir, alors j'ai tenu à répondre. Entre origine de la vie et évolution, tout y passera. Ulfric face à Entracte Science, c'est maintenant. Bon visionnage. Selon les darwiniens, au temps où il y avait la première cellule qui donna naissance à l'ensemble de la diversité terrestre, il n'existait aucune information génétique pour la peau, les cheveux, le cœur, le cerveau, les yeux. Ainsi, selon eux, il fallut générer de l'information par le seul prisme de la matière. Selon ce scénario, il y a 4... Et cette phrase ne veut absolument rien dire. Générer de l'information par le prisme de la matière. Générer de l'information par le prisme de la matière. Oui, c'est toute la pensée darwinienne, et elle paraît si abstraite qu'il en refuse de deviner le sens. Les scientifiques matérialistes, dont Entracte Science, soutiennent l'idée que la vie et les lois du cosmos proviennent uniquement d'interactions matérielles, que le cosmos provient de poussière d'étoiles. S'il en était ainsi, la matière aurait donc dû générer par son seul prisme l'entièreté des données informationnelles nécessaires à la vie, nécessaires à l'univers, et qui la composent. Or, dans tous les processus que l'on connaît, ce n'est jamais l'information qui est générée par la matière, mais la matière qui est générée à partir d'informations. L'univers est un vaste champ d'informations qui permet l'assemblage de matière. Même lorsque l'on plonge dans les profondeurs du vide, qui constituent plus de 99% de la matière, nous nous rendons compte en réalité que ce vide est une mer de données quantiques. L'idée fondamentale est que l'information, quelle que soit sa forme, précède invariablement sa matérialisation. Chaque particule, chaque atome, chaque structure cosmique n'est que l'expression d'une information préexistante. L'information est toujours le point de départ des processus physiques qui conduisent à la matérialisation. La matière n'est qu'un support sur lequel l'information circule, alors que de l'autre côté, l'information existe sous plusieurs formes sans forcément se matérialiser. Elle peut rester immatérielle, dans des plans subtils, au stade de concept, d'idée ou d'imagination. Croire que l'information elle-même est née et générée par le seul fait de la matière, comme le pense Entracte Science, est une théorie matérialiste qui ne se vérifie aucunement dans le réel. La stabilité et la solidité de la matière découlent uniquement de l'harmonie qui s'instaure dans les mouvements magnétiques synchronisés. Ces mouvements magnétiques sont composés d'une particule positive et d'une particule négative, et si l'une des deux ne contenait pas la nature intentionnelle et informationnelle de s'opposer à l'autre, notre réalité ne pourrait exister. Dans le domaine de la physique quantique, l'intrication quantique prouve que les particules subatomiques partagent instantanément des informations indépendamment de la matière qui les sépare, ce qui suggère que l'information joue un rôle fondamental dans la nature physique des choses. L'information de la graine qui contient le développement de l'arbre précède l'arbre lui-même. De la même manière que l'information atomique précède l'atome, les pensées précèdent les actes. Derrière tout processus de création, la matière ne peut apparaître s'il n'y a pas l'information permettant de la matérialiser. Cette loi est universelle. Sans information, l'homme ne pourrait pas passer du stade de l'idée à la création, du concept immatériel d'une charpente jusqu'à son aboutissement matériel.
Ainsi, l'information est fondamentale à l'univers et a joué un rôle crucial dans la création de la matière elle-même. L'information préexiste à la matière et guide son organisation. Croire que fondamentalement la matière conçoit, organise ou crée la source d'un mouvement de quelque chose ou d'une vie, comme le pense Anthrax Science, est une théorie qui se base sur le postulat, voire le dogme, qu'il n'existe rien d'autre que la matière et qu'il n'y a aucun principe informationnel derrière. Tous les composants qui servent à l'origine de la vie existent déjà, ou peuvent potentiellement exister déjà à l'état naturel, comme ça, juste comme ça, par simple réaction chimique. La question étant, comment se sont-ils assemblés? Et à ça, encore une fois, les biochimistes, comme Pierre Durand, ont des hypothèses, mais effectivement, on ne sait pas exactement comment ils se sont assemblés. Donc il y a, par exemple, cette argile qu'on appelle la montmorillonite, de Montmorillon. Donc la montmorillonite, c'est un argile, et apparemment, cette argile est capable d'agir comme une espèce de... Si vous voulez, c'est un plateau Lego sur lequel les briques viennent s'emboîter. Alors, on n'est pas capable de dire c'est comme ça que ça s'est passé, on est d'accord, mais on a quand même des hypothèses. On est mieux que on n'en sait rien. Les biologistes, ils en ont aucune idée, donc c'est forcément magique. Comme l'avoue ici Anthrax Science, aucune preuve ne confirme de telles hypothèses. Les tentatives de recréer les conditions présumées du début de la vie se sont révélées infructueuses, mais nous en reparlerons plus tard. Expliquer l'origine de la vie sur la simple présentation de la structure de l'argile a de quoi fortement m'amuser, surtout en l'absence d'une explication concrète, de savoir comment une réaction chimique à partir de matière inerte put se produire de manière hasardeuse pour aboutir à la création miraculeuse de la vie. Mais Anthrax Science est un grand magicien qui aime expliquer pourquoi la matière s'est mise toute seule à créer de la vie, sans même avoir besoin d'intelligence, sans avoir besoin d'intention ou d'information. Le rien crée le tout avec rien. C'est magique. La première chose qu'il faut dire est que l'affirmation selon laquelle des matériaux inanimés peuvent s'assembler pour former la vie n'est pas scientifique, car elle ne tient compte. Les matériaux inanimés... écoutez bien ce qu'il vient de se dire. Les matériaux inanimés ne peuvent pas s'assembler pour former le vivant. La première chose qu'il faut dire est que l'affirmation selon laquelle des matériaux inanimés peuvent s'assembler pour former la vie n'est pas scientifique. C'est pas scientifique de dire que des matériaux inanimés peuvent former de vivants. T'es fait en quoi ? Vas-y, je t'écoute. T'es fait en quoi? En atomes, ouais. Et les atomes sont vivants? Ah non, les atomes sont inanimés. Effectivement, tu as raison. Tu as raison. Tu es fait en quoi? Bah oui, les matériaux... Tu es fait... La vie est faite de matériaux inanimés qui forment la vie. Au vu de l'incapacité d'Anthrax Science de me citer une seule étude qui me démontrerait que des matériaux inanimés puissent s'assembler pour créer la vie, il me répond ridiculement que les atomes sont inanimés, donc que nous provenons de matériaux inanimés. Ce n'est pas vrai. Ce qui confère vie à un corps, ce n'est pas la nature inerte de ses constituants, mais plutôt la présence consciente qui anime chaque particule. Les physiciens eux-mêmes soutiennent que pour que la matière existe, la conscience doit préexister. Les expériences de Fante de Jung, un pilier de la physique quantique, démontrent que la matière, lorsqu'elle n'est pas observée, demeure dans un état de potentialité, c'est-à-dire un état d'indétermination. Cependant, dès qu'un observateur conscient se penche sur la scène, la matière adopte une forme spécifique et un comportement défini. Ce phénomène d'apparence étrange souligne le rôle central de la conscience dans la manifestation de la réalité matérielle. Ainsi, l'essence de la vie à tous les niveaux est intrinsèquement liée à l'acte conscient, une réalité bien plus profonde que la simple composition atomique de la matière. Pour une meilleure exploration de remise en question de notre compréhension conventionnelle de la vie, voici un extrait du physicien, ingénieur au CNRS, Philippe Guimand. Et j'en déduis, et je ne suis pas le seul, que l'espace, le temps et la matière ne peuvent pas exister réellement tels qu'on les perçoit, c'est-à-dire extérieurement à la conscience qu'on en a. D'accord? Ça ne peut pas, parce que prenons l'exemple simplement de l'espace. L'espace, il est non local. Déjà, rien que par sa non-localité, ça ne peut pas être de l'espace. Il est trouvé déformable, pixelisé, à son échelle intime, et en vibration. Un espace qui vibre. L'espace, normalement, si vous ne mettez pas de matière dedans, c'est de l'espace. On ne voit pas comment il pourrait vibrer. S'il y a quelque chose qui vibre, normalement, c'est de la matière. Ça, c'est défini comme étant de l'espace pour que ça rentre dans le cadre, c'est ça? Les informations sont quantiques,
hein. Or, les informations quantiques sont indépendantes du temps. Et donc, la mort, c'est-à-dire le passage du temps, conserve les informations quantiques. On n'a jamais réussi à résoudre le fameux problème du paradoxe de l'observateur en mécanique quantique. On n'a jamais réussi à résoudre, c'est-à-dire qu'on s'est toujours rendu compte qu'au final, pour éviter que, pour faire qu'il y ait un effondrement de la fonction, c'est-à-dire une mesure qui soit faite, ou que ce soit à l'échelle quantique ou même à l'échelle macroscopique à travers le phénomène de décohérence, mais bon, je ne vais pas rentrer dans le détail là. Les gens chercher. On a toujours besoin, c'est aussi le problème du chat de Schrödinger, on a toujours besoin d'un observateur qui est en fait conscient, parce que si on prend un observateur qui n'a pas de conscience, ça marche pas. On a toujours besoin d'une conscience derrière la caméra en quelque sorte, qui va permettre de faire que une seule réalité sera consciente, sera vécue. Donc ça veut dire que ce qu'on croit être le réel, le monde physique, etc., serait une illusion produite par la conscience? L'existence de l'être humain, notre cerveau, n'est fait que d'éléments biochimiques, à base de carbone essentiellement, et de beaucoup d'eau. Et c'est l'interaction de ces éléments chimiques inertes les uns avec les autres, des interactions qui sont, une fois de plus, purement chimiques, hein, on parle de potentiel d'action, qui créent des courants électriques, qui créent des passages d'ions à travers des membranes, et c'est ces potentiels d'action qui créent l'activité de votre cerveau. Un cerveau ne peut pas produire la conscience tout simplement à cause de quelque chose d'imparable, c'est que l'information, à partir du moment où elle est triturée par le cerveau, elle est perdue. C'est-à-dire on ne peut pas reconstruire l'information d'origine. Donc si la conscience émerge à partir des interactions entre les différents lobes cérébraux, elle perd l'information et elle ne peut pas reconstruire la vision. Cela nous est confirmé par les expériences de mort imminente, toutes les sorties de corps, etc., mais aussi par toutes les capacités de la conscience relatives aux perceptions extrasensorielles. Ouais. Donc voilà, donc il ne faut pas se tromper, le cerveau il fait des choses absolument magnifiques, fondamentales, considérables, le travail des neuroscientifiques est absolument merveilleux, mais le neuroscientifique ne devrait pas aller au-delà d'une certaine limite de compréhension et qui concerne les qualia, c'est-à-dire l'émergence des perceptions. Voilà. Et il n'y a pas d'émergence des perceptions, en fait, c'est tout simplement le fait que le vide lui-même correspond à la conscience. C'est-à-dire que la conscience, ça n'est rien d'autre que l'espace. C'est-à-dire ce fameux espace qui n'existe pas en réalité, il existe parce que c'est tout simplement la conscience de l'espace. Et lorsqu'on dit que l'espace vibre, c'est la conscience de l'espace qui vibre. On n'a quand même pas résolu le fameux problème difficile de la conscience de David Chalmers. On ne sait pas comment le cerveau ferait pour créer la conscience. Et ça, c'est une erreur. Je pense que c'est même de la pensée magique que de considérer que le cerveau pourrait fabriquer la conscience. On ne sait pas comment un cerveau pourrait transformer l'onde électromagnétique correspondant au rouge en perception du rouge. Aucune théorie n'explique l'émergence des perceptions. Absolument aucune théorie. Et en plus, bon, si on fouille dans le détail, ça ne tient pas la route. Si on considère par exemple la théorie de l'école française de l'émergence de la conscience à partir des interactions entre différents lobes du cerveau qui commencent à devenir globales, ça ne fonctionne pas. Par exemple, on s'aperçoit que c'est exactement le contraire. C'est lorsque le cerveau est éteint, plutôt que a tendance à s'éteindre, que la conscience, au contraire, elle a tendance au contraire à devenir plus puissante, augmenter ses perceptions. Donc il y a tout un tas de paradoxes, d'incohérences dans la théorie qui
qui relève de la pensée magique, je le dis, hein, et qui est extrêmement naïve en fait, et qui consiste à penser que le cerveau produirait la conscience. Nous sommes faits exactement de la même poussière d'étoiles que tout le reste de l'univers. Tout se passe comme si nous étions nés de l'univers, dans le même univers, avec les mêmes... Enfin, comme si on était une conséquence malencontreuse de la chimie, quoi, finalement. Complexité de l'organisation d'une cellule vivante. La théorie darwinienne avance l'idée que les premières molécules vivantes se sont formées de manière aléatoire, sur des nids. Ça c'est vrai, voilà, là il a employé le mot molécule, ça c'est vrai. La première molécule vivante, il a fallu... La première molécule autoréplicatrice, il a fallu que ce soit un assemblage un peu curieux, un peu au pif, mais en même temps on est dans une grande soupe chimique, ça fait... À l'époque où la Terre est apparue, donc il y a 4,5 milliards d'années, ça fait déjà 10 milliards d'années que l'univers est en bouillonnement constant, en bouillonnement physico-chimique constant. Étant donné l'étendue de l'univers et étant donné la quantité de matière qui interagit là-dedans, avoir des cellules, avoir des molécules autoréplicatrices, la probabilité qu'éventuellement des molécules autoréplicatrices se forment, cette probabilité, elle finit par atteindre 100% parce que juste l'univers est tellement vaste et il y a tellement de molécules et d'atomes qui interagissent à l'intérieur que oui, bah ça va finir par arriver à un moment ou à un autre. Donc oui, je suis tout à fait prêt scientifiquement à accepter que la première molécule autoréplicatrice, donc vivante, est apparue par hasard. Ah là là, le fameux hasard, un grand concept scientifique, le hasard. Plus sérieusement, si le Big Bang a eu lieu, il aurait fallu que la matière se crée en même temps que les lois de la matière. Dans le chaos le plus complet, les lois physiques auraient dû s'établir parallèlement des processus physiques eux-mêmes. Cette simultanéité pose des questions sur la possibilité d'une formation instantanée d'une structure atomique avant même que le temps et l'espace ne soient une variable distincte. Les particules élémentaires devraient interagir harmonieusement dès le commencement. Rien que la première seconde écoulée du Big Bang nécessite, selon son déroulement, des milliards de trilliards de propriétés physiques miraculeuses simultanées, couplées à des paramètres atomiques et mathématiques d'une précision incalculable, tant les conditions nécessaires s'allongent à mesure que l'on rentre dans le détail. Les molécules nécessaires à la biologie, telles que les acides aminés formant les protéines, exigent quant à elles un agencement parfait. La vie repose sur des ordres spécifiques et des séquences d'informations complexes. Il suffit d'observer l'ADN qui constitue aujourd'hui le langage le plus compliqué du monde. Les structures moléculaires nécessaires à la vie ne sont pas le fruit du chaos, mais le résultat d'une orchestration démentielle qui ne se limite pas à la simple présence de matière. Les forces aveugles du hasard, même amplifiées par les vastes étendues du cosmos, sont incapables de composer avec ce qui caractérise la vie. Penser qu'un tel processus provient du hasard est de la folie pure. Warner Pitt est un des spécialistes de l'information génétique. Dans son livre Au début de l'information, il dit « Un système de code est toujours le résultat d'un processus mental. Cela requiert une forte intelligence. La matière est incapable de générer du code par elle-même. Il n'existe aucune loi naturelle connue, aucun processus et aucune séquence d'événements qui peuvent causer de l'information à émerger toute seule à partir de la matière. Autrement dit, C'est-à-dire, je vous traduis au cas où, pour ceux qui seraient impressionnés par cette citation, je vous traduis, c'est « Si on ignore complètement l'ADN, alors aucun système d'information n'est capable d'être généré par autre chose qu'une intelligence. » Ah bah oui, si vous prenez l'ADN qui est la forme de codage qui est apparue naturellement par les lois qui régissent la théorie de l'évolution, pas seulement la sélection naturelle, il y en a beaucoup d'autres, mais bref, si vous excluez totalement l'ADN de votre raisonnement, et si on l'ignore complètement, et si on le laisse comme ça, et puis non, on veut dire l'ADN ça existe pas, blablabla, alors oui, on ne peut pas générer du code autrement que de manière consciente, de manière intelligente. Certes, certes, mais est-ce que t'as pas l'impression d'être parti de la conclusion pour arriver au raisonnement, plutôt que l'inverse? Donc oui, si vous êtes impressionné par cette phrase, ne le soyez pas, c'est une tautologie. Tout système de code, l'ADN y compris, est le résultat d'une intelligence qui a codé ce système. L'argument avancé par Entracte Science est que l'ADN se serait conçu naturellement tout seul, car il a la capacité de générer de nouvelles combinaisons à chaque naissance, et que chaque ADN est unique.
Mais est-ce que lorsqu'un logiciel de codage génère du code par lui-même, cela signifie pour autant qu'il s'est créé naturellement tout seul? Non. Un système peut tout à fait générer de nouvelles informations du moment que son créateur lui a permis cette faculté. Dans mon documentaire, le docteur Warner Git insiste bien sur le fait que la matière ne génère rien d'elle-même. Un tel système n'apparaît pas du néant, surtout l'ADN qui constitue une conception d'une intelligence mirobolante quand on s'y attarde. Par exemple, en vulgarisant, si dans notre langage un mot se lit dans un sens et pas dans l'autre, et que chaque lettre doit avoir une place donnée, l'ADN et son code ont une telle complexité que chaque lettre peut être lue avec n'importe quelle autre lettre de ce mot, indépendamment du sens de la lecture, de la position des lettres, et même du nombre de lettres qu'on choisit de lire. Mot peut interagir avec M, avec O, OT, MO, OM, OMT, etc., etc. En somme, un mot ordinaire en contient en réalité des milliers d'autres. On comprend vite qu'avec ce principe, si nous étendons maintenant cette logique à un livre entier, cela en fait incontestablement le langage informationnel le plus optimisé que l'on connaisse, et pourtant on connaît encore très peu de choses sur l'ADN. Car elle ne tient compte d'aucune loi physique ou biologique, et n'a pu être vérifiée par aucune expérience ou observation. La vie n'a généré qu'à partir de la vie. Chaque cellule vivante est formée par la réplication d'une autre cellule. Personne au monde n'a jamais réussi à former une cellule vivante en réunissant des matériaux inanimés, pas même dans les laboratoires les plus avancés. Ce n'est pas vrai. C'est faux, il y a le laboratoire Venter, le laboratoire de Craig Venter, le Craig Venter Institute, qui a réussi à assembler des cellules synthétiques, des prokaryotes synthétiques, et maintenant ils ont même clamé avoir fait des levures synthétiques, donc des eucaryotes, et tout ça à partir d'un ADN, enfin, ils ont réussi à construire un ADN qui était complètement artificiel. Ah là là, Entracte Science, il fallait pas s'attaquer à moi comme ça, parce que là tu vas te ridiculiser devant tout le monde. Oui, donc ceux qui ont regardé l'extrait pourront observer que je dis la phrase suivante: personne au monde n'a jamais réussi à former une seule cellule vivante à partir de matériaux inanimés. C'est bien ce que je dis. C'est qu'on n'arrive pas à former de cellules à partir de matière inerte, de matériaux inanimés, de choses qui sont inanimées. Donc, pas de bactéries, pas de molécules, pas de choses qui permettent le fonctionnement de la vie. Je vous parle de matériaux purement inanimés. Et du fait que ce n'est pas possible. Et là, Entracte Science sort un article devant tout le monde dans sa vidéo sur de la fabrication de cellules synthétiques, en ricanant et en voulant faire croire que cette expérience-là prouve le contraire de ce que je dis. Donc le contraire de ce que je dis, ce serait que une expérience ait pu réussir à émerger de la vie à partir de matériaux inanimés. Eh bien, on va aller voir, Entracte Science. Voilà, donc là c'est un article, je vais vous en montrer plusieurs de cette expérience de Monsieur Venter. On va voir cette expérience. Il y a plein de choses intéressantes, vous aurez tous les liens en description. C'est gratuit, vous pourrez même les archiver si vous voulez. Cette cellule, cette fameuse cellule synthétique, elle est créée à partir de rien, de matériaux inanimés, de matière inerte? Ah bah non, qu'est-ce que je lis? Cette cellule simple a été fabriquée à partir de la bactérie Mycoplasma genitalium, un microbe sexuellement transmissible que les scientifiques ont dépouillé de son ADN naturel et remplacé avec leur propre ADN conçu. En créant JCVI 3.0, les scientifiques voulaient savoir quels gènes sont absolument essentiels à la survie et au fonctionnement normal d'une cellule, et lesquels sont superflus. Voilà, tout simplement, il n'y a rien qui me choque là-dedans. Mais ça n'a rien à voir avec ce que je disais. C'est pas une expérience qui prouve que l'origine de la vie vient de matériaux inanimés. C'est pas une expérience qui réussit à créer de la vie à partir de matériaux inanimés. C'est une expérience qui constitue une cellule à partir d'une bactérie, à partir d'un microbe qui existe déjà, et qui fait ce que les transhumanistes aiment bien faire, donc à traficoter les ADN, etc. À remplacer
l'ADN naturel par leur propre ADN qu'ils ont conçu. Oui, tout à fait. Enfin, c'est la société actuelle, mais ça ne prouve rien. On a récupéré un microbe qui était déjà là, qui existait déjà. Hein, on n'a pas pris un matériau inanimé. Un autre article sur toujours la même expérience. Alors, expérience entre guillemets, hein, c'est plus de 15 ans, c'est un long développement de plus de 15 ans d'études. Les scientifiques du JCVI ont construit la première cellule dotée d'un génome synthétique en 2010. Ils n'ont pas entièrement construit cette cellule à partir de zéro. Au lieu de cela, ils ont commencé avec des cellules provenant d'un type très simple de bactéries appelé mycoplasme. Ils ont détruit l'ADN de ces cellules et l'ont remplacé par de l'ADN conçu sur un ordinateur et synthétisé en laboratoire. Et oui, c'est une grande découverte, puisque c'est le premier organisme de l'histoire de la vie sur Terre à posséder un génome entièrement synthétique. Oui, on peut créer des génomes synthétiques. L'homme est un être créateur d'une conscience. On crée de la nourriture artificielle, on crée un tas de choses artificielles, on crée des cellules artificielles, mais ces cellules, pour qu'elles vivent, elles ne proviennent pas de matériaux inanimés. C'est qu'on récupère des bactéries, des cellules, des molécules qui existent déjà, tout simplement. Enfin, c'est... D'ailleurs, troisième article, de nouveau sur le chercheur de l'Institut Venter. Hein. Là, on est toujours sur l'expérience de Monsieur Venter. Donc voilà, on nous parle de la cellule synthétique, mycoplasma, etc. Et puis, qu'est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce que Monsieur Venter nous dit de lui-même, de sa propre bouche? Il ne s'agit pas de construire la vie à partir de zéro. Ce n'est pas l'objectif de l'expérience. Ajoutant qu'il fallut 15 ans à son équipe pour accomplir cet exploit. Comme toute vie sur Terre, nous créons une nouvelle vie à partir de la vie existante. Cette phrase est incroyable. Comme toute vie sur Terre, nous créons une nouvelle vie à partir de la vie existante. Et qu'est-ce que je dis dans mon extrait et dans mon documentaire? Vous pouvez regarder, vérifier. Qu'est-ce que je dis? Je dis, et c'est dans l'extrait que je vous ai envoyé, que la vie, ce n'est que de la réplication. On crée la vie à partir de la vie elle-même. La vision de penser que la matière peut d'un seul coup générer de la vie, un stade de non-vie matérielle à un stade de vie matérielle, uniquement à partir de cette même matière, n'a jamais été prouvé et est impossible. En tout cas, cette expérience de Venter que vous cite Entracte n'a rien à voir avec les problématiques que j'ai énoncées dans mon documentaire, que j'ai dénoncé, que j'ai exposé. Vous avez la preuve devant vous de la supercherie et un peu de la malhonnêteté du type. Il ne s'agit pas de construire la vie à partir de zéro. Donc là, on est hors sujet Entracte Science. Tu me cites une étude sur des cellules synthétiques. On n'est pas du tout sur la thématique de l'origine de la vie ou de créer de la vie à partir de rien. C'est certes une expérience qui scientifiquement est très intéressante, puisque bon, enfin, ça montre les capacités technologiques de l'homme aujourd'hui de pouvoir créer des cellules synthétiques. Oui, tout à fait. Le but de cette expérience n'est même pas de prouver que la vie apparaît comme ça à partir de zéro, comme il le dit lui-même, Venter. Et justement, cette phrase, de nouveau, comme toute vie sur Terre, nous créons une nouvelle vie à partir de la vie existante. Et je vous l'invente pas. C'est pour ça que leur cellule synthétique, elle provient justement de ce fameux microbe sexuellement transmissible. Ça n'a strictement rien à voir avec ce qu'il a essayé de vous faire croire dans sa vidéo. Là, on est dans du délire total. Franchement, là, on est sur de la manipulation d'un haut stade, d'un haut niveau. Mais là, il y a une erreur fondamentale et il ne pourra pas contester ce fait-là. Les faits sont devant vous. Les faits sont devant vous.
Donc on voit bien parfois qu'il y en a, ils font les gugus avec leurs termes compliqués. Les mecs sont même pas capables de lire correctement une étude. Mais pour moi, c'est de la manipulation. Pour moi, ils le savaient. Ils savaient que ces cellules synthétiques ne provenaient pas du néant, que c'était pas le but de l'expérience, et que surtout, ça ne provient pas des matériaux inanimés, justement. Il est en train de vous balancer qu'il n'y a pas de forme transitionnelle dans le registre fossile, tout en vous mettant Sémouria, la forme transitionnelle entre amphibiens et reptiles. Présenter un fossile d'amphibien ne suffit pas à démontrer scientifiquement que nous provenons d'eux. Cela n'a de sens que pour un darwiniste convaincu qui part de la préconception que nous serions originaires des amphibiens. Anthrax Science peut passer tout son temps à me présenter l'amphibien le plus amphibien au monde, ça ne change rien au fait qu'aucun processus physique n'explique comment une espèce animale amphibienne peut, par l'intermédiaire de sélection naturelle ou de mutation, se transformer en un être humain en suivant le cours de l'évolution, car il s'agit bien de cette idée. Plusieurs éléments démontrent que l'anatomie de Sémouria correspond à des spécialisations de son environnement qui ne peuvent retourner en arrière. Dès que la structure de son crâne, ses vertèbres, son propre mode de reproduction et son cartilage correspondent à des choix anatomiques fonctionnels propres à son milieu, ils ne peuvent pas s'annuler pour obtenir un crâne d'homme et une anatomie humaine, pour la simple et bonne raison que la spécialisation anatomique ne régresse jamais. Les contraintes génétiques constituent une irréversibilité des processus matériels. Certains aspects du crâne, une fois spécialisés pour des fonctions spécifiques, ne peuvent s'inverser en raison de ces contraintes génétiques. En fait, les animaux se placent sur des voies que leur spécialisation a rendues irréversibles. Sémouria ne peut changer la forme spécialiste de ses doigts ou de son crâne, pas plus qu'un orang-outan ne verra repousser ses pouces atrophiés. Les principaux traits anatomiques sont irréversibles une fois qu'ils ont été perdus au cours de l'évolution, ou disons de l'involution, pour les initiés qui comprendront. Les amphibiens ancestraux comme Sémouria ont simplement donné vie aux amphibiens d'aujourd'hui, et il n'existe aucune idée sérieuse indiquant que le code génétique d'un reptile ou de toute autre espèce peut changer de telle sorte à devenir, après des milliers voire des millions de générations, un homme. Le seul argument des évolutionnistes pour parer à ce problème fondamental est de justifier cela par des millions d'années. Or, peu importe la durée, les dynamiques évolutives sont les mêmes, qu'il s'agisse de siècles, de millénaires ou de millions d'années, le code génétique opère de la même manière, il est extrêmement limité. Si le code génétique était aussi modelable que le pensait Darwin, et que la nature n'était qu'une perpétuelle gradualité depuis les premières cellules, alors nous aurions dû trouver des centaines de milliers, voire des millions d'espèces ne cessant d'évoluer graduellement, chacune légèrement plus mutante que sa prédécesseuse, offrant une vue nette de l'évolution du Sémouria jusqu'à l'homme. Ce n'est tout simplement pas le cas. Le fait de trouver ce fossile amphibien, tout comme l'on pourrait en trouver aujourd'hui dans nos écosystèmes mi-aquatiques, mi-terrestres, n'indique pas qu'il s'agit d'une espèce transitionnelle. On est bien d'accord que stade 1 de l'idée reçue, c'est que ce schéma-là est sursimplifié. Sursimplifié. Mais je ne comprends pas Anthrax Science, tu me dis que nous provenons des poissons, puis des reptiles, puis des primates. C'est exactement ce que le schéma nous montre. Même si l'évolution ne serait pas aussi linéaire, c'est bien le chemin évolutif de l'humanité auquel tu crois. Mais je comprends qu'une telle idée paraît tellement ridicule quand on la met en image que forcément, t'assumes plus tes propres idées. C'est triste. On n'a jamais pu observer l'apparition d'une nouvelle espèce, pas même d'un nouvel enzyme. La pratique montre que les mutants soit meurent, soit sont stériles, soit reviennent au type naturel. La même chose vaut pour l'évolution humaine que l'on veut propager. Toutes les mutations observées sur les hommes avaient des conséquences nocives, déformations corporelles ou consomption, comme le mongolisme, l'albinisme, le nanisme ou le cancer. Toutes les autres mutations ne changeraient strictement pas l'espèce en tant que telle en une autre espèce. C'est faux. C'est faux. Chaque être humain porte entre 50 et 100 mutations. Comme vous pourrez l'observer, je n'ai pas dit le contraire, j'ai simplement dit que la majorité des mutations sont nocives et conduisent à des déformations, voire à la mort. Les mutations restantes ne causent pas la création d'une autre espèce, comme le démontrent les expériences réalisées pendant plus de 50 ans sur les mutations qu'on a générées sur les mouches drosophiles afin d'y observer l'évolution, et dont je parle dans mon documentaire. Les mutations génétiques restantes, non nocives, chez les êtres humains ou les autres animaux, surviennent par le biais de la recombinaison génétique, un processus qui se produit lors de la formation des cellules reproductrices,
spermatozoïdes et ovules par exemple, ce processus implique la redistribution aléatoire des gènes parentaux, entraînant une variation génétique chez la progéniture, ce qui est donc nécessaire et bon pour la survie de l'espèce, et dont le rôle n'est certainement pas la création d'une autre espèce, mais bien le maintien de l'espèce existante. Alors, catégoriser la taille et la taille du cerveau, ça permet pas... On les a rangés en fonction de leur taille et de leur taille de cerveau, et puis ça a fait une séquence. Ça fait une séquence évolutive. Ça aurait vraiment été très très dommage si, en remettant ces espèces dans l'ordre chronologique, ça donne exactement la même histoire, hein. Et c'est ce qui nous montre à droite. Voilà, les espèces à petit cerveau sont en bas, les espèces à gros cerveau sont en haut, ça se voit très bien, et de bas en haut, c'est le temps, en millions d'années. Donc, il est capable de vous dire un truc et de vous montrer l'opposé en même temps. Je montre ce que je dénonce, ça s'appelle de la dénonciation, jusque-là rien d'anormal. La majorité des gens pensent qu'on a classé les crânes en fonction des datations. Donc c'est-à-dire qu'avant de les classer, on les aurait datés, puis qu'ensuite, on les aurait mis sur une frise chronologique en fonction des datations. Ça s'est pas passé comme ça. Dans l'histoire de la paléanthropologie, la méthode qui a été utilisée par les scientifiques, et j'en parle dans mon documentaire « On ne descend pas du singe », la chronologie du primate jusqu'à l'homme, soi-disant, a été créée à partir de la taille des crânes, pas à partir de potentielles datations. La taille des crânes a été catégorisée, et on a mis un crâne après l'autre, en faisant l'hypothèse que l'un descend de l'autre. Ça s'est fait comme ça. Et justement, sur l'hypothèse suivante, c'est que les crânes grossissaient à mesure que le temps défile. Et que plus on est intelligent, plus on a un gros crâne. Sauf que ce que se sont rendus compte certains paléanthropologues, c'est que, ah tiens, c'est bizarre, Néandertal, il avait un crâne plus gros que nous. Et pourtant, on était censé descendre de Néandertal. Ah, c'est étrange, c'est étrange. Autre analyse. Tiens, sur cette planète, il y a différentes ethnies, différents groupes raciaux. Et ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a une grande différence de crâne. Eh ben oui, parce que ça, les scientifiques ont aussi oublié. Parce que les scientifiques occidentaux sont tellement les yeux rivés sur leur microscope, ils en oublient le monde réel. C'est ça, en disant, ah ben vous voyez, on a différentes tailles de crâne, c'est forcément qu'il y a une chronologie. Bah non. Bah non, il faut savoir qu'un crâne de pygmée est beaucoup plus petit qu'un crâne d'européen, mais par contre, un crâne de pygmée a exactement la même taille qu'Homo erectus. Et en fait, ce qu'on considère comme Homo erectus, c'est finalement des ancêtres de populations primitives équivalentes, plus ou moins similaires des pygmées, voire leurs ancêtres directs. C'est pour ça que quand les scientifiques disent « Ah tiens, c'est surprenant, on trouve Homo erectus et Homo sapiens à la même époque, au même endroit », non, il n'y a rien de surprenant en fait. C'est-à-dire que d'un côté, il y a un homme moderne, un Homo sapiens, de l'autre, un homme d'une population primitive qui vivait à la même époque, exactement comme aujourd'hui, on vit à la même époque. Indépendamment de la temporalité, il y a différence de taille, de morphologie, et donc les différences de taille et de morphologie ne doivent pas être interprétées comme différentes datations. C'est pas forcément lié. Et c'est pour ça que ensuite je vais partager des études, et il va en parler en Tract Science. Les scientifiques ont plutôt essayé d'abandonner cette idée et ont commencé à rédiger des articles en disant « Ah bah tiens, on s'est rendu compte, c'est vraiment bizarre, à certaines époques, Homo erectus et Homo sapiens, donc deux espèces avec un crâne différent, où on mettait du coup Homo erectus avant Homo sapiens, on a maintenant des articles qui sont rédigés qui disent « Bah tiens, Homo erectus et Homo sapiens vivaient aux mêmes époques. On a retrouvé des crânes de telle taille et de telle taille aux mêmes époques. Ah tiens, c'est bizarre. C'est peut-être que c'est tout simplement pas le même groupe racial ou la même espèce. Peut-être qu'Homo erectus est simplement un homme archaïque, primitif comme il y en a aujourd'hui, et que Homo sapiens est un homme entre guillemets moderne, ce mot veut absolument rien dire, un homme, hein, partageant la même époque. Mais cet extrait est très intéressant parce qu'on voit que Tract Science ne connaît pas l'histoire de la paléanthropologie, parce que là j'insiste vraiment sur cette information, on a basé la temporalité sur la taille des crânes et pas l'inverse, parce que les méthodes de datation n'étaient pas
assez performantes à l'époque. Bon, toujours aujourd'hui elles ne le sont pas, même s'il y a eu des améliorations. Et justement, à cause de ces améliorations, c'est pour ça qu'il y a eu des articles maintenant qui disent « Attention, on voit que Homo erectus et Homo sapiens vivaient aux mêmes époques. » Et c'est ce que je cite justement dans mon documentaire comme étude. Et donc il y a un abandon de cette méthode de catégorisation où on pensait que justement la taille des crânes dépendait de la chronologie. Il y a un abandon aujourd'hui de cette manière de faire. Aujourd'hui c'est plus du tout d'actualité. Et vu que Anthrax n'est pas au courant de ça, d'ailleurs ça m'étonne quand même, c'est que finalement il est même pas à la page en fait, parce que cette méthode-là, vous dites à un paléanthropologue, ah du coup, en fait, on a différentes tailles de crâne, est-ce que vous pensez que ça correspond à la chronologie? Il vous dit pas du tout. Pas du tout. Alors il va toujours rester dans le dogme avec Lucie, avec justement Bigfoot, les tout premiers australopithèques, qui forcément avaient un très petit crâne, vu qu'en fait c'est des singes et que c'est pas des australopithèques, enfin, ce qu'on appelle australopithèques, finalement c'est des squelettes de singes qu'on trouve... dans des sols profonds, hein, tout simplement. Il va vous dire, non, par contre, cette méthode-là n'a plus d'actualité. Aujourd'hui, d'abord, on essaye de dater le crâne, de savoir de quoi il s'agit, et puis ensuite, on va pouvoir plus ou moins le placer sur un schéma. Mais à l'époque, c'était pas du tout comme ça. Pendant tout le XXe siècle, le XIXe, on n'en parle même pas, ils classaient d'abord et ils créait les espèces à partir de la taille et de la morphologie de ce qu'ils trouvaient. C'est pour ça que d'ailleurs vous regardez l'essentiel des espèces qui ont été créées, elles datent de ces époques-là. Hein, que ce soit par exemple l'homme de Néandertal, etc. Ce sont des espèces, le nom, tout ça a été créé fin 19e ou pendant le 20e siècle, à l'époque où justement cette méthode de catégorisation était en vigueur. C'est que après qu'aujourd'hui il y a des changements vis-à-vis de ça, et c'est très intéressant d'observer justement toutes ces évolutions, parce que là on se rend compte, ah oui, c'est vraiment un beau bordel. Le relie chronologiquement à des espèces de plus en plus grandes, que ce soit au niveau de la taille, du corps et du crâne. De plus, les datations au carbone 14 ou par l'étude des couches géologiques sont... Des datations au carbone 14 alors qu'il nous montre une échelle de temps en millions d'années, tu vois. Le mec est même pas allé voir sur Wikipédia non plus le champ d'applicabilité du carbone 14. Anthrax Science est tellement hystérique qu'il ne m'écoute même pas jusqu'à la fin de mes phrases. Je dis bien le carbone 14 ou par l'étude des couches géologiques. Donc dans ce cas-là, l'étude des couches géologiques. Au contraire, se distingue par une marche verticale. Regardez, l'être humain est tellement différent du chimpanzé qu'on a exactement tous les mêmes os aux mêmes endroits, et surtout on a les mêmes os qui manquent aux mêmes endroits, à savoir la queue, hein, à savoir la fusion, il y a 2 os du poignet qui sont fusionnés chez l'homme et le chimpanzé et le gorille, mais qui ne le sont pas chez les autres singes. Donc pareil, il nous manque les mêmes os. C'est pas tellement les os qui sont pareils, mais que les os qui sont pas pareils qui sont importants. Donc il nous manque la queue, tous les deux. Il nous manque un os au poignet, tous les deux. Il nous manque exactement le même nombre de dents, parce que normalement les mammifères ont plus de prémolaires que ça, mais nous on a le même nombre de dents. Bref, nos squelettes sont rigoureusement identiques, à part pour la posture. Et puis évidemment certaines proportions. Mais comme l'avait dit Darwin à l'époque, on diffère en degrés mais pas en nature. Je suis tout à fait d'accord, il nous manque les mêmes os et il est indéniable que par certains aspects, le singe est une version beaucoup plus animale et sauvage de l'homme. C'est très curieux. La question est de savoir pourquoi. Pour y répondre, il s'agirait déjà d'arrêter de concevoir les choses sous un seul sens, sous un seul prisme. S'il y a une certaine proximité entre les singes et les hommes, doit-on forcément penser que c'est l'homme qui descend du singe, plutôt que l'inverse ? Cette vision est très sérieusement soutenue par la chercheuse du CNRS Yvette Deloison, dont j'ai partagé déjà les travaux sur plusieurs de mes vidéos, notamment la vidéo destinée à la quadrupédie et à la bipédie. Donc s'appuyant sur des études de l'anatomie, de nos ancêtres mais aussi des grands singes, Yvette Deloison a tiré les conclusions suivantes. Chez les primates, la structure de la main est adaptée à des modes de vie arboricoles ou à des habitudes alimentaires particulières. Les singes, qui passent beaucoup de temps dans les arbres, ont développé une adaptation de leurs mains pour saisir les branches, se déplacer efficacement dans les cimes des arbres, comme le tarsus, qui a des membres postérieurs très longs adaptés au saut,
ou les anthropomorphes, donc les gorilles, les chimpanzés, les orang-outans, qui ont des membres adaptés à la suspension et à la prise des branches à la fois par les mains et les pieds. Et cela, au cours de l'évolution, a impliqué une réduction de la taille du pouce des singes par rapport aux autres doigts, pour faciliter la saisie des branches. Les primates se sont donc placés sur une voie que leur spécialisation a rendue irréversible. Ils se sont spécialisés pour leur environnement, donc ils ne pourront jamais revenir sur l'ancien modèle d'un pouce non atrophié, que ce soit les tarsiers ou les simiens, même anthropomorphes. Par contre, si l'homme avait emprunté une des voies dans lesquelles la main a un rôle dans la locomotion, comme les primates, il n'aurait jamais pu retourner à son état actuel, car la spécialisation anatomique ne régresse jamais. Cela en tenant compte de la loi de Boole, c'est-à-dire la loi de l'irréversibilité de l'évolution. Alors pour mieux comprendre, à l'inverse, chez les primates, on observe une atrophie du pouce par rapport aux autres doigts. Cette caractéristique est associée à l'évolution vers une préhension qui s'est spécialisée à mesure du temps, sur la base d'une main qui par le passé était munie d'un pouce non atrophié, qui était donc beaucoup plus semblable à l'homme. C'est logique, si le singe a une main avec un pouce atrophié, c'est forcément qu'à la base, son pouce n'était pas atrophié. Et c'est pour ça que Yvette Deloison explique que la main de l'homme présente une symétrie beaucoup plus rayonnante et une opposition du pouce aux autres doigts, alors qu'à l'inverse, les grands singes présentent des mains sans opposition du pouce, avec un système musculo-tendineux facilitant la suspension, mais à cause de cette adaptation, ils ont développé l'impossibilité d'étendre les doigts quand le membre antérieur est tendu. Donc le singe a développé par son évolution un pouce atrophié quasi inutile et des doigts qu'il n'arrive même plus à tendre. Chose qui n'aurait aucun sens si c'est lui, le singe, qui aurait été à l'origine de l'homme. Et c'est pour ça que tous les primates qu'on vous présente comme nos ancêtres, les australopithèques par exemple, comme Lucie, qui soi-disant est tombée de l'arbre et est morte comme ça, en fait ce sont des singes, tout simplement, qui ne descendent pas de l'homme. Parce que si nous, on devait descendre de Lucie, on aurait aussi un pouce atrophié. Alors que là, c'est le contraire. Ce sont les singes qui, entre guillemets, ont des dégénérescences, qui ne sont pas vraiment des dégénérescences sur le plan évolutif, qui sont des spécialisations, tout simplement. Donc des pouces atrophiés, alors que nous, au niveau de l'évolution, nous nous plaçons avant, puisque nous avons notre pouce. Verticalement, et que ses ancêtres ne peuvent pas avoir vécu dans des arbres pour des raisons anatomiques, statiques et logiques a entre-temps été soutenu. L'Homo sapiens, toutefois, n'est pas non plus devenu un spécialiste de la préhension. La théorie selon laquelle nous nous distinguerions des primates parce que nous disposons d'une main créative permettant la manipulation fine est contredite par Niebuhr qui signale que les mains des singes anthropoïdes sont adaptées à leurs besoins très spéciaux. Les mains des singes anthropoïdes sont bien plus modernes que celles des humains. Alors ça, effectivement, ça a été sorti. Pour une fois, il dit pas des conneries. Ça, au moins, c'est vrai que normalement, c'est vrai qu'on est toujours parti du principe que du coup les mains des singes étaient les mains primitives, donc avec un pouce très court et des doigts très longs, et que c'était nos mains à nous qui étaient dérivées, qui s'étaient adaptées à la préhension de précision, et qu'il y a des articles récents qui ont effectivement contredit ça. Donc ce sont en fait les mains des chimpanzés et des gorilles qui sont très très dérivées, adaptées à la préhension des branches, donc à la brachiation, et qu'en fait nos mains à nous auraient des proportions qui sont plus proches des proportions ancestrales. Ah voilà, vous voyez, pour une fois qu'il me donne raison. Donc là on est d'accord, toujours dans cette idée que la préhension humaine est beaucoup plus ancestrale et plus ancienne que la préhension du primate. Bon, malheureusement Atraxios ne va pas tirer forcément les leçons de cet enseignement, puisque il va continuer à croire que l'homme provient des primates, que l'homme est un primate, parce qu'on lui met une étiquette de primate, pour d'ailleurs tous ceux qui disent sur les réseaux, sur les commentaires, oui, tu sais même pas que l'homme, il descend pas du singe, l'homme est un singe, ou l'homme est un primate. Oui, non, parce qu'en fait vous avez décidé mentalement de le mettre dans la case des primates. Toute catégorie est un concept, c'est pas, y a pas quelque chose dans la nature qui s'appelle primate, ça c'est une invention humaine, qui peut être débattue, mais c'est une invention humaine. Tout comme tous les concepts d'ailleurs. Ceux qui croient en l'évolution affirment que ce type de locomotion s'est développé à partir du mouvement sur 4 jambes. Un anatomiste, le professeur Robin Crampton, a montré en 1996 avec une simulation tridimensionnelle sur ordinateur que la bipédie ne peut pas provenir évolutivement de la quadrupédie. Ce résultat contredit la thèse traditionnelle. L'article supposé à marcher de Lucie. C'est tellement impossible que même les chimpanzés marchent debout.
Donc si ta modélisation n'est pas capable de dire que les chimpanzés devraient être capables normalement de marcher sur deux pattes, bah c'est que la modélisation elle vaut que dalle parce que c'est ce qu'on voit. Si seulement il existait un animal genre un kangourou qui est capable de se balader sur 2 et 4 pattes. Si seulement il existait des animaux comme les lémuriens, les makikata qui se déplacent sur 2 et 4 pattes. Si seulement il existait des ours qui sont capables de se déplacer sur 2 et 4 pattes. Mais oui, bien sûr, dans la vie, on ne peut se déplacer que sur 2 ou sur 4 pattes. Il n'existe pas d'animaux qui sont capables de faire les deux. Non. Alors déjà, moi je parle des singes et de l'homme, hein, pas des autres animaux. J'ai jamais dit que les kangourous, les lémuriens ou les ours ne pouvaient pas être debout. Bon. Alors en effet, certaines espèces, et il le dit, comme les bonobos et les chimpanzés, peuvent aussi se déplacer brièvement sur 2 pattes. Ok, brièvement en fait. C'est-à-dire qu'ils peuvent être debout un petit peu, mais leur forme de bipédie diffère déjà totalement des humains en termes de posture et de locomotion, et elle n'est pas naturelle au sens où la majeure partie du temps, ils vont être à 4 pattes. La bipédie fait référence à la capacité naturelle de se déplacer sur 2 jambes avec le tronc vertical et qui distingue les humains des primates qui se déplacent principalement à 4 pattes. La bipédie chez les humains est une caractéristique naturelle qui demande une condition anatomique et physiologique précise que le singe n'a pas. On aura beau forcer un singe depuis la naissance à se déplacer comme un homme, ça ne changerait rien au fait que la majeure partie du temps, il sera sur 4 pattes. C'est pour ça que en science, on les considère pas comme des bipèdes, on les considère comme des quadrupèdes. Ça se saurait si on disait que les chimpanzés étaient de parfaits bipèdes. Ça n'a aucun sens. Donc bah maintenant il est en train de nous dire bah Lucie c'est que un singe, mais on s'en fout de toute façon que Lucie soit que un singe, mais là il est juste en train de s'acharner sur un des maillons de la chaîne qui n'a tout ça pourquoi bah parce qu'on a montré qu'il n'appartenait pas en fait au maillon de la chaîne, donc il est juste en train de s'attaquer à un maillon de la chaîne qui ne fait même plus partie de la chaîne. Eh ben merci Anthrax, merci de prouver ce que je dis. Lucie ne fait pas partie de notre espèce, c'est un singe et ce n'est certainement pas notre ancêtre comme le dit très bien Anthrax. Lucie ne fait pas partie de notre chaîne, voilà. 90% du génome comparable entre l'être humain et le chimpanzé est identique. Alors après, si tu prends effectivement l'ADN qui n'est pas comparable, tu vas conclure qu'il est différent, mais en réalité, tu vas comparer des trucs qui sont pas comparables. Donc, comparer des trucs pas comparables, si tu veux, c'est comme les choux et les carottes. Hein, oui, tu peux toujours dire que c'est pas pareil et que mais du coup, comme tu compares du rien avec du rien, bah au final, ça ne veut rien dire. Évidemment que c'est l'ADN comparable. Les 90% d'ADN qu'on a en commun avec le chimpanzé, c'est pas 90% de notre ADN total. Et là, Anthrax essaye de noyer le poisson en nous parlant. Ah bah l'ADN comparable, il est comparable. Donc en fait, on a la majeure partie de notre ADN comparable en commun avec le singe. Bah oui, puisqu'il est comparable. Mais si tu prends la totalité de l'ADN, ça n'a strictement rien à voir. Et finalement, il essaie de noyer le poisson. Ce qu'il appelle ADN comparable ou pas comparable, c'est quoi? C'est les gènes codants et les gènes non codants. On a 1,5% de notre ADN, c'est des gènes codants. Et ça regroupe en fait tout le vivant. Tous les animaux ont des gènes codants. Et si vous voulez, ce sont les gènes qui vraiment s'occupent des fonctions, on va dire, élémentaires, principales. Tandis que les gènes qui sont non codants, donc qui vont réunir plus de 98% de notre ADN total, ça c'est l'ADN qui s'occupe de réguler l'activité de nos gènes, qui est en grande partie inconnu, dont on connaît le moins de choses, qui est le plus complexe, et comme je l'ai dit, en fait, qui est complètement majoritaire. C'est-à-dire que, en fait, on n'a pas 98% de notre ADN en commun avec le chimpanzé. On a 98% de 1,5% de notre ADN en commun avec le chimpanzé. C'est ça la grande fraude. Et comme dit, j'avais fait une vidéo entière sur ce sujet-là, que vous pouvez voir sur ma chaîne, qui s'appelle 98% d'ADN en commun avec le singe ou un truc comme ça, et où je parle de ça, enfin je parle de cette grande supercherie. Finalement on peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres, hein, c'est vraiment de l'influence. Alors il nous parle des choux et des carottes, bah oui, donc ce sont deux choses différentes. C'est-à-dire que dire on a une grosse partie de l'ADN comparable en commun,
Bah justement, vu qu'il est comparable, oui, mais ça n'indique rien sur l'ADN total. Ce qui est intéressant de voir, c'est la différence qu'il y a vis-à-vis de tout l'ADN. Pas de sélectionner uniquement certains gènes, où finalement tout le vivant le possède. Ça n'a pas de sens. Enfin, à ce compte-là, comme dit, à ce compte-là, bah oui, on a plus de 50% de notre ADN codant en commun avec les bananes. Pourtant, on n'est pas à moitié des bananes, vous voyez ce que je veux dire? Donc on fait dire ce qu'on veut aux chiffres. Tout ça, c'est des chiffres. Ce qui est intéressant à prendre en compte, c'est l'ADN total. Ça, il faut toujours que vous le gardiez en tête. C'est les gènes codants, c'est une chose, mais c'est les fonctions élémentaires de la vie. Donc que ce soit les végétaux, les animaux, etc. Par contre, ce qu'il faut voir, c'est vraiment vis-à-vis des gènes qui sont non codants. C'est là que c'est intéressant. On a certainement, pour l'homme de Néandertal, on a plusieurs dizaines d'individus complets. Pour Australopithecus sediba, on a 2 individus quasiment complets. Pour Afarensis, on a au moins 3 ou 4 individus complets. Pour Homo erectus, on a pareil, au moins 4 ou 5 individus complets. Tout ça étalé sur toute l'histoire évolutive de l'homme, de 250 000 générations, s'étendant sur environ 4 millions d'années. Ça nous fait une quarantaine de squelettes, soit d'hommes, soit de primates, répartis sur la planète. Ce qui implique que pour peut-être 6000 générations, on dispose que d'une seule découverte d'ossements à un seul endroit sur Terre. Autant vous dire que quand des évolutionnistes darwiniens vous disent qu'ils ont des centaines de milliers de preuves sur toute notre histoire évolutive et qu'ils sont sûrs, absolument sûrs, que l'homme provient absolument du primate, sans penser à d'autres hypothèses, ou plutôt même, je dirais, à d'autres visions des choses, eh bien, il faut ne pas les écouter. Il n'y a pas d'agenda politique derrière la théorie de l'évolution. Donc on va essayer de vous faire croire qu'il y a un agenda politique, il n'y en a pas. L'argent et le pouvoir... Comme par hasard, la théorie de l'évolution est tombée à pic durant la seconde moitié du 19e siècle, alors que la société était en plein chamboulement. À cette époque, c'est la naissance du capitalisme compétitif et de la révolution industrielle. Elle servait alors à justifier des concepts tels que la sélection naturelle et la survie du plus apte, pas seulement dans une pensée scientifique, mais dans des contextes sociaux, économiques et politiques. En très peu de temps, cette nouvelle idéologie a été redéfinie comme le darwinisme social, issu du darwinisme scientifique. Une doctrine regroupant plusieurs concepts tels que la survie de la communauté nationale, la compétition entre les individus et les groupes et l'idée de croissance permanente. Elle mena indirectement à la Première Guerre mondiale. On pourrait aussi parler des liens entre le darwinisme et la franc-maçonnerie, certaines sociétés secrètes et les conséquences métaphysiques de telles croyances, notamment sur la volonté de faire croire à l'homme qu'il descend des primates pour le transformer à terme en véritable primate. Mais nous aborderons ces thématiques plus en détail dans d'autres vidéos. Elle le mérite. Pour conclure cette vidéo, je condamne et critique les erreurs de la théorie de l'évolution, cette idéologie matérialiste qui impose l'idée que tout n'est que régi par la matière et que l'homme, au lieu de descendre des plans supérieurs, descend des règnes les plus inférieurs qui soient. Entracte Science n'a pas su me répondre sur les questions de l'origine de la vie et s'est même ridiculisé en me citant des études hors sujet. Même sur les principes évolutifs, il est incapable de prouver ce qu'il raconte, car l'axe de recherche à la base de la pensée darwinienne est déjà biaisé. Placer notre origine auprès des reptiliens et des primates, et bien avant encore du Big Bang et de molécules apparues par la magie du hasard, n'est qu'une façon pour les groupes occultes qui tirent profit de notre servitude de tenir en laisse les consciences humaines, en leur faisant croire qu'une simple évolution matérielle suffit à ce que l'homme s'élève de lui-même, sans but ni transcendance, que notre origine est profondément animale, et que donc nous n'avons rien à entreprendre intérieurement pour nous élever, puisque l'évolution l'a déjà fait pour nous. Or l'évolution, tout comme notre réalité, se base uniquement sur notre niveau de conscience. La première des délivrances se situe donc dans le fait de comprendre que notre nature dans cet univers de conscience provient d'une conscience plus grande encore. Les processus évolutifs et involutifs existent. Il est évident que le monde du vivant est en vibration constante, et que la sélection naturelle a une certaine opérabilité au sein des espèces, mais ce n'est pas elle qui crée les grandes espèces sur Terre. Comme le disait Rudolf Steiner, les espèces supérieures ne descendent pas des espèces inférieures. Les espèces inférieures proviennent des espèces supérieures. Ce ne sont pas les incarnations de primates qui ont permis à l'homme d'apparaître. Les primates ne sont que des résidus de conscience beaucoup moins développés que l'homme,
une involution terrible, une dégénérescence au sens premier du mot. Ce processus est connu des occultistes sérieux, qui se penchent sur la réalité illusoire du monde, et qui ont compris que tout l'enjeu de cette lutte pour l'élévation n'est pas à chercher à l'extérieur de soi, mais dans son être, à l'intérieur. La physique quantique a pu prouver, comme le pensaient déjà les traditions plurimillénaires, que notre univers est mental et que les particules n'ont une réalité qu'à travers notre conscience. L'espace temporel dans lequel nous vivons n'est qu'une projection, sachant que les informations quantiques sont intemporelles et hors du temps. Par de tels principes, le ricanement d'un darwiniste croyant tout savoir sur notre évolution ne reflète que son incapacité à s'ouvrir à des conceptions trop vertigineuses pour lui. Merci à vous. C'était Ulfric.